Nous étions en voiture, accablés. Le soleil couchant agaçait nos yeux. C'était un peu avant l'été de la Saint-Jean. Ni l'un ni l'autre ne prêtions la moindre attention à la beauté du soir. Moi, journaliste, lui, photographe. Tous les deux cyniques, malheureux. Nous venions de nous quereller pour savoir si nous devions rentrer à Helsinki ou s'il valait mieux passer la nuit à Enola. Et depuis, on ne se parlait plus. Sur une petite colline exposée au soleil, un jeune lièvre s'essayait à bondir, dans l'ivresse de l'été. Il s'arrêta au milieu de la route, debout sur ses pattes de derrière. Le soleil rouge encadrait le levreau comme un tableau. Le photographe au volant de la voiture vit le petit animal sur la route, mais ne put l'éviter. L'animal, terrifié, sauta en l'air. On entendit un choc sourd. « Putain de bestiole !» Le photographe recula jusqu'au lieu de l'accident. Je descendis, marchais un moment dans le bois clairsemé et atteignis la lisière d'un petit carré de prairie. Dans les herbes, j'aperçus le levreau. Sa patte arrière pendouillait tristement, et l'animal était si mal en point qu'il n'essaya pas de fuir. Je le pris dans mes bras. Il était terrorisé. Je cassai un bout de branche et le fixai en attelle à la patte avec mon mouchoir. Le lièvre protégeait sa tête avec ses petites pattes de devant, et son cœur battait si fort que ses oreilles tremblaient. Au loin, sur la route, j'entendis 2 coups de klaxon nerveux et le vrombissement du moteur. « Reviens! On n'arrivera jamais à Helsinki !» Je ne répondis pas. Le lièvre se calmait peu à peu. « Tu te débrouilleras pour rentrer tout seul. » Le sable crissa sous les pneus. Un instant plus tard, la voiture avait disparu. J'étais assis sur le bord du fossé, le lièvre sur les genoux, comme une vieille femme perdue dans ses pensées, un tricot devant elle. Le soleil se couchait, je posai le lièvre sur le gazon, craignant de le voir détaler. Il resta blotti dans les herbes, et quand je le repris dans mes bras, il n'avait plus peur du tout. « Nous voilà bien, » lui dis-je. J'étais arrivé là, seul dans la forêt, en veston, par un soir d'été, tout simplement. Ah, je m'appelle Vatanen. Alors, j'installai soigneusement le lièvre de Vatanen dans la poche de mon veston et m'éloignai le long de la prairie vers le crépuscule naissant de la forêt. Tôt, le lendemain matin, je fus réveillé par le chant des oiseaux, dans la bonne odeur de foin d'une grange. Le lièvre reposait au creux de mon bras. Le soleil brillait à travers les rondins disjoints. La paille était tiède. Je restais près d'1 heure allongé. Je pensais à ma femme et me sentis mal. Je ne l'aimais pas. Elle m'aurait échangé aussi facilement qu'elle changeait de vêtements. Elle était en un sens méchante. Égoïste plutôt. Un printemps, peu après notre mariage, elle s'était retrouvée enceinte, mais s'était rapidement fait avorter. L'embryon n'était pas de moi. Tu ne vas pas être jaloux d'un embryon mort, espèce d'idiot, m'avait-elle déclaré. Bon, j'installai le levreau au bord du ruisseau pour qu'il puisse boire. Le petit museau fendu plongea dans l'eau claire.
Le lièvre semblait terriblement assoiffé pour un aussi petit corps. Après avoir bu, il se mit à brouter énergiquement le feuillage de la rive. Sa patte arrière le faisait encore souffrir. Ah, il me fallait sans doute retourner à Helsinki. Que pourrait-on bien penser au bureau de ma disparition? Quel bureau aussi! Quel emploi! Un magazine qui dénonçait bien sûr les abus notoires, mais qui se taisait sur toutes les tares fondamentales de notre société. Voilà que je me remettais à parler comme un journaliste. Allons, je me mis en route d'un pas décidé, vers l'ouest. La forêt bruissait joyeusement. Je chantonnais une vieille ballade. On n'entendait que les notes et le bruit de nos bottes sous la pleine lune immobile. Les oreilles du lièvre dépassaient de la poche de ma veste. 2 heures plus tard, je tombai sur un village, en longeai la rue principale et arrivai à un kiosque rouge. Près du kiosque, une jeune fille s'affairait. Je lui achetai des cigarettes et une bouteille de limonade. Elle me demanda « T'es un criminel ?»« Non. Je te fais peur ?»« Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pensais seulement, comme tu venais de la forêt. »« Hé, t'as un lapin ?»« Ce n'est pas un lapin, c'est un lièvre. »« Oh, le pauvre. Je vais lui chercher des carottes. » Elle courut à une maison voisine et réapparut aussitôt avec une botte de carottes terreuses. Elle les offrit avec ferveur au levreau, qui refusa d'y goûter. Elle sembla déçue. « Ça n'a pas l'air de lui plaire. Et il est un peu malade. Est-ce qu'il y a un vétérinaire dans le village ?»« Oui, sa villa est au bord du lac. Monte sur le toit du kiosque. Je te montrerai laquelle c'est. » Je montai sur le toit, et la fille m'expliqua d'en bas où regarder et m'indiqua la couleur de la maison du vétérinaire. Renseigné, je descendis du kiosque aidé par la fille qui me soutenait le derrière. Quand je revins au kiosque, le vétérinaire avait fait une piqûre au lièvre et lui avait pansé la patte. Quelques hommes désœuvrés buvaient de la bière légère. La fille me présenta. « Voilà l'homme au lièvre. » Le lièvre les intéressa beaucoup. Ils posèrent des questions, cherchèrent à savoir son âge. Un d'entre eux raconta qu'avant de faire les foins, il parcourait toujours les champs en criant pour que les levreaux cachés se sauvent, à cause des lames de la faucheuse. Je trouvais le village si agréable que j'y habitais plusieurs jours. Mais il n'est pas bon de rester éternellement oisif, même dans un village agréable. Alors je me décidai à monter dans le car. Arrivé à Enola, je pris une chambre dans un hôtel, me débarbouillai et descendis manger. J'installai le lièvre à côté de moi, sur une chaise. Le maître d'hôtel le regarda et me demanda, le menu à la main, « Avez-vous l'intention de tuer le lièvre et de le manger quand il aura grandi ?»« Je n'y songe pas. »« Oui, bien sûr, personne ne tuerait son propre chien. Il est parfois plus facile de s'attacher à un animal qu'à un être humain. Mais en principe, voyez-vous, dans ce restaurant, nous n'acceptons pas les animaux. Il n'est pas dangereux. » Je commandai à déjeuner, ainsi que de la salade verte, des carottes râpées et autant pour moi que pour le lièvre, de l'eau fraîche. Le maître d'hôtel me regarda d'un air désapprobateur quand j'eus posé le lièvre sur la table et qu'il se mit à grignoter. Mais il ne vint cependant pas le lui interdire. Ayant mangé, je décidai de me rendre à la banque où j'avais pris rendez-vous la veille pour solder mon compte. J'y allais d'un pas léger, insouciant, comme on s'en doute,
Mais plus je m'en approchais, plus il me semblait que les choses n'allaient pas comme elles auraient dû aller. J'y arrivai finalement sur mes gardes, sans imaginer pour autant quel danger pouvait bien m'y menacer. Quelques jours de liberté avaient aiguisé mon instinct, et mon instinct ne m'avait pas trompé. À l'intérieur de la banque, ma femme m'attendait. Mon cœur fit un bond. Peur et fureur me submergèrent. À la vue de ma femme, même le lièvre sursauta. Je me ruai hors de la banque et m'éloignai le long du trottoir en courant. Les passants contemplaient ébahis cet homme qui s'enfuyait de la banque, un lièvre sous le bras. À l'extrémité d'un pâté de maison, je me faufilai dans une rue adjacente et, remarquant devant moi la porte d'un bistrot, me glissai aussitôt dans la brasserie. J'étais à bout de souffle. « Vous êtes certainement monsieur Vatanen. On vous attend là-bas, au fond de la salle. » Ce portier s'adressait à moi en regardant le lièvre comme s'il le reconnaissait. Au fond du restaurant, le photographe et le secrétaire de rédaction étaient attablés. Je m'enfuis à nouveau. J'arrivai à Mikkeli sous le soleil. La liberté totale. 4 joyeuses bohémiennes vêtues de couleurs vives purent m'indiquer où se trouvait le bureau de l'administration des chasses. L'une d'elles voulut absolument me prédire l'avenir. « Beaucoup de voyages. Aucun souci à se faire. » Sur la porte du bureau de l'administration des chasses, un carton indiquait que l'on pouvait joindre le garde-chasse à son domicile. Je pris un taxi et me rendis à l'adresse indiquée. Ah, beaucoup de voyages. Le garde-chasse était chez lui et me reçut comme un invité. Aucun souci à se faire. En quoi puis-je vous être utile? Qu'est-ce qu'un animal comme ça peut bien manger? Ah, vous l'avez adopté. C'est strictement interdit par la loi. L'espèce est protégée. Oh, si je ne l'avais pas recueilli, il serait certainement mort. Il avait la patte cassée. Très bien. Il faut légaliser la chose. Je vais vous faire une autorisation officielle. Pour ce qui est de la nourriture, donnez-lui du trèfle et des gesses des prés. À quoi ressemble la gesse des prés? Je vais vous faire un dessin. Elle a de petites fleurs jaunes, comme ceci. Ah, zut, il me faudrait du jaune. Je vais aller chercher les aquarelles du petit. Voilà. Je suis pas trop certain que ce dessin vous servira à grand-chose, mais la plante a à peu près cette allure-là. Et en tout cas, il s'en régalera. Avez-vous une sacoche pour ranger le dessin sans le plier? Non? Eh bien, voilà une grande enveloppe. Ah, et tenez, voici votre autorisation. Je remerciai le garde-chasse de ses conseils. Il sourit d'un air gêné, et ravi cependant. Nous nous serrâmes chaleureusement la main. Le chauffeur de taxi avait attendu une demi-heure dehors. Je lui demandai de me conduire dans un endroit où il y aurait une végétation abondante. Et nous avons trouvé l'endroit idéal, sans avoir à chercher bien loin. Il demanda s'il pouvait m'aider à la cueillette des fleurs, car il trouvait le temps assis tout seul dans la voiture surchauffée un peu long. Je lui confiai le dessin. Il ne fut pas longtemps avant de m'appeler joyeusement dans les sous-bois. Il avait trouvé des gesses. En 1 heure, nous avons ramassé une grande brassée de plantes, et le lièvre mangeait avec appétit. Le chauffeur de taxi alla chercher de l'eau. Il la transporta dans un enjoliveur. Le lièvre y but à grands traits. Puis le chauffeur de taxi et moi, nous nous sommes partagés le reste de l'eau. L'homme me proposa alors de porter les gesses des prés chez lui.
Les jours suivants, je n'avais qu'à lui téléphoner pour qu'il m'en apporte. Quelques jours plus tard, mon voyage m'avait conduit sur la route de Nurmes. Il pleuvait, j'avais froid, j'étais descendu de l'autocar avant Nurmes sans raison, et je me retrouvais là sur cette route pluvieuse à me faire mouiller sur un coup de tête. Le lièvre, lui, avait pas mal grandi, et sa patte était guérie. À présent, il tenait à peine dans son panier. Juste après le tournant, il y avait une maison. Une femme en imperméable grattait le jardin. Je décidai d'aller lui demander asile pour la nuit. Elle se redressa, me regarda en premier, puis elle regarda le lièvre mouillé qui sautillait à mes pieds. « Bonjour, je m'appelle Vatanen, Kaarlo Vatanen. Je suis descendu par erreur de l'autocar. Il a l'air de pleuvoir. Comment allez-vous ?»« Et ça, qu'est-ce que c'est ? » ?»« Ce n'est qu'un lièvre. On a pas mal voyagé ensemble. Est-ce que je pourrais passer la nuit, là ?»« Je vais demander. » La femme rentra dans la maison. Le lièvre grignotait les plantations. Je le lui défendis, et je le pris finalement dans mes bras. Enfin, à cause de la pluie, il se réfugia dans le panier. Un homme apparut sur le perron. « Allez-vous-en! Vous ne pouvez pas rester là! Partez immédiatement !»« Appelez-moi au moins un taxi. »« Je vous préviens, j'ai une arme !» J'allais m'asseoir sur la balançoire, dans le jardin. Quelque temps plus tard, une voiture de police s'arrêta devant la maison. Deux agents descendirent. Ils approchèrent. Le couple apparut sur le perron, me désignant. Un des policiers m'interpella. « Alors, qu'avez-vous essayé de faire ?» Je leur avais demandé d'appeler un taxi, mais c'est vous qu'ils ont appelé. « Et vous avez un lièvre. Vous pouvez regarder, mais ne le prenez pas par les oreilles. » J'ouvris le panier. Le lièvre sortit son nez apeuré. Il avait l'air vaguement coupable. « Allez, direction la voiture. » Les policiers montèrent devant avec le lièvre, et moi tout seul à l'arrière. La voiture s'arrêta dans la cour du commissariat. Je fus amené à l'intérieur. L'agent de service assis dans le local parut heureux d'avoir de la compagnie. Le lièvre suivit tranquillement le déroulement de l'interrogatoire. « Voyons cette histoire. Le médecin-chef affirme que vous avez tenté de vous introduire de force chez lui, que vous l'avez menacé et obligé à appeler un taxi, et que vous avez exigé un abri pour la nuit. Bon, l'affaire n'est pas bien grave, mais c'est suffisant pour qu'on ne puisse pas vous laisser partir. Et le lièvre? Où allez-vous mettre le lièvre ? Oh, bien, où ça ? Si on le confisquait au profit de l'État pour le lâcher dans la forêt, il pourrait se débrouiller. Non, je suis officiellement autorisé à prendre soin de cet animal. Vous ne pouvez ni le confisquer, ni le lâcher dans la nature, ni me l'enlever. De plus, on ne peut pas le mettre dans une cellule. C'est un endroit trop malsain pour un animal. Pour un animal sauvage, aussi fragile. Il pourrait en mourir. Moi, je pourrais le prendre chez moi pour la nuit, à condition que vous ayez une formation qui vous y autorise et des locaux qui s'y prêtent. Par exemple, sauriez-vous lui donner des gestes des prés ? En cas d'empoisonnement, vous seriez passible de dommages et intérêts. Et ce genre d'animal n'est pas sans valeur. Regardez, il nous écoute. Et il semble bien qu'il acquiesce à mes mises en garde. Ah, ça va, on n'en sortira jamais. Comprenez bien, nous n'avons rien contre vous, mais nous avons des consignes. Si vous n'aviez pas ce lièvre, tout serait beaucoup plus simple. Voyons. Et si vous restiez quand même ici, dans cette pièce ?
Nous-mêmes l'utilisons parfois pour nous reposer la nuit. On téléphonera au commissaire quand il reviendra d'ici 3 heures. On réglera cette histoire. Vous pouvez dormir sur la couchette enfin, si vous êtes fatigué. Ça vous va ? J'étais d'accord. On posa le lièvre et le panier sur le lit du fond, et je m'endormis. Je fus réveillé par le commissaire. Il vit le lièvre et me tendit la main. C'était un type jeune. Il avait atterri dans ce coin pour gagner sa vie. Il écouta mes explications d'un air compétent. Vatanen, voici ce que je vous propose. Venez avec votre lièvre passer la nuit chez moi au bord de l'eau. Je peux vous amener. J'ai une cabane de pêche là-bas. Le lièvre profiterait de la nature, et vous pourriez dormir tranquille. J'ai aussi un collègue qui pêche avec moi. Il s'appelle Hani Kenen. Il est à la retraite. Un type un peu spécial, assez intéressant. Une fois que nous fûmes arrivés à la cabane, le lièvre s'installa pour la nuit, et je basculai bientôt dans le sommeil. Au matin, je m'éveillai, frais et dispos. La bouilloire était accrochée à une perche, et l'ami du jeune commissaire, Hani Kenen, nous proposa des bretzels au beurre. Après le café, le commissaire partit au village expédier les affaires courantes. Hani Kenen me donna une tenue de pêche, bottes en caoutchouc et un pullover. Mes chaussures de ville et mon veston furent pendus à un clou sur le mur de la cabane. Ils y sont sans doute encore aujourd'hui. Nous avons passé la journée à pêcher aux abords de la cahute. L'après-midi, mon compagnon sortit de son havresac une bouteille de vodka. C'était un veuf solitaire qui avait pris l'habitude de passer l'été à pêcher. Il s'intéressait de près à l'actualité et se plaisait à méditer. Dès le deuxième gobelet de vodka, il orienta la conversation sur le président. Je poursuis depuis plusieurs années des études sur lui, et j'en suis arrivé à une conclusion qui m'effraie moi-même. Je serais plutôt un partisan enthousiaste de son gouvernement, et pourtant, je me contente de recueillir les informations. Je compare, je trie, je tire des conclusions. Le résultat est effarant. Vois-tu, mes conclusions seraient de nature à me valoir des ennuis, si elles étaient publiées, ou la risée publique. Je suis peut-être un peu sénile, mais pas encore tout à fait débile. Si tu veux savoir ce que j'ai découvert, il faut promettre de ne jamais utiliser ces informations contre moi ou contre quiconque. On voyait qu'il brûlait de partager son secret. Alors je promis de bon cœur. Contre le mur de la baraque, entre la fenêtre et la table, il y avait une grande valise marron. Il en sortit quelques dessins sur du papier millimétré. « Regarde ça. Tu vois la différence ? La figure de gauche représente le crâne du président en 1945. Cet autre, son crâne en 1972. Et voilà son crâne au moment de la formation de son troisième gouvernement, exactement semblable à celui de 1945. Et voilà un crâne de 1964, encore le même. Maintenant, regarde celui-là, un crâne de 1969, différent de celui de 45, mais semblable à celui de 1972. Je suis actuellement en mesure de prouver qu'un changement s'est produit en 1968 et que ce changement est significatif. Je dus convenir que les dessins correspondaient à ces descriptions. Les crânes étaient différents.
et je lui demandai s'il pensait que le crâne du président avait changé de forme en 1968. « Je suis convaincu qu'aux alentours de 1968, l'ancien président est mort, ou autre chose, et qu'un nouvel homme, en tout point identique au précédent, sauf le crâne, l'a remplacé. » Le vieil homme referma la valise. Il était à présent tout à fait calme et semblait heureux. Nous sommes restés longtemps silencieux, puis il ajouta qu'il n'était pas bon d'aller colporter de pareilles découvertes. Le lièvre prenait goût à la vie lacustre, et durant les jours qui suivirent, il nous accompagna dans nos expéditions. Et bien qu'il fût évident qu'il craignait l'eau, il montait courageusement dans la barque. Tandis que mon camarade tenait de longs discours sur l'enrichissement du vocabulaire du président après 1968, sur ses prises de position progressistes à partir de cette date, sa tolérance accrue envers ses concitoyens, ses blagues publiques qu'il n'aurait jamais faites avant, le lièvre nous regardait du fond de la barque, la tête inclinée sur le côté. Et les jours se passaient ainsi, sans que nul en songît ni songeât. Un matin de la fin de juillet, le lièvre manifesta soudain des signes d'inquiétude. Il nous collait au talon, et l'après-midi, il alla se cacher sous la banquette. Le soir même, nous avons perçu une forte odeur de fumée, et nous avons vu descendre, autour du marécage dans la nuit pâle, une chape de fumée bleutée. Le lendemain, la fumée nous brûlait les yeux. Le troisième jour, le commissaire nous annonça qu'on cherchait des hommes ayant des notions d'orientation. Je déclarai être capable de retrouver mon chemin n'importe où, même avec un seau sur la tête. Je me joignis à une troupe rassemblée pour éloigner la faune de l'incendie et évacuer les maisons. L'air était si épais qu'on apercevait à peine le sol, et nous nous sommes dispersés dans la forêt. Des écureuils, des lièvres, des vaches couraient, des oiseaux terrestres tentaient de s'envoler bruyamment pour chuter aussitôt. Il fallait les diriger, comme des poules dans un champ, pour qu'ils comprennent vers où filer. Après un long temps, j'arrivai à un ruisseau. La fumée planait au-dessus des berges. Le spectacle était féerique. Je me débarrassai de mes vêtements et me glissai nu dans l'onde fraîche. Après mon pataugeage, dans la fumée et dans les cendres, cette baignade avait un goût de paradis. J'aperçus soudain, à hauteur des herbes de la rive, une grosse main velue. Elle reposait dans l'eau jusqu'au coude. Elle semblait celle d'un mort. Je nageai jusqu'à elle et je m'en saisis. La main ne gisait pas seule. Elle se rattachait à un gros homme affalé dans le marécage. J'approchai mon visage de sa bouche pour vérifier s'il respirait bien. Une épouvantable odeur de gnôle s'en exhalait. Je secouai l'homme, qui commença lentement à reprendre ses esprits. Il me fixa un moment, comme s'il cherchait à me reconnaître. Puis il me tendit sa main. L'homme m'expliqua qu'il avait décidé de passer 2 semaines à pêcher et à distiller de la gnôle dans un coin où il serait sûr d'avoir la paix. Quand ces 10 premiers litres furent tirés, l'incendie s'était déclaré et avait détruit son installation. Il avait dû fuir le feu, son bidon de gnôle sur l'épaule,
Et voilà où il en était. Une malchance phénoménale. Son sac et ses vivres avaient brûlé. Ça faisait 2 jours qu'il était là, au bord du ruisseau, tout seul, à boire son torboyau. Et il lui en restait encore plusieurs litres. Sacré gnôle! À la tombée du soir, nous étions aussi saouls que nous n'arrivions plus à sortir du ruisseau. Nous avions par endroits de l'eau jusqu'au cou. Dans la nuit, l'incendie atteignit le ruisseau. C'était féerique. Les arbres flamboyants illuminaient le ciel nocturne, palpitant sur les 2 rives telles des grandes fleurs rouges. La chaleur était insupportable. Nous sommes restés durant tout l'incendie au milieu du ruisseau, buvant la gnôle et contemplant sa formidable destruction orchestrée par la nature. Néron et Brutus regardent Rome brûler. Quand à l'aube, l'incendie se fut éloigné, nous sortîmes du ruisseau pour nous endormir aussitôt sur la berge noircie. À notre réveil, vers midi, nous nous sommes serrés la main. Chacun de nous s'est éloigné de son côté. J'atteignis bientôt le lac où les évacués avaient été conduits. Ces gens avaient sans doute perdu leur maison. Les enfants chahutaient au bord de l'eau. Les vaches effrayées meuglaient dans les prés. Ceux qui avaient travaillé à éteindre l'incendie étaient allongés sur la berge, semblables à des bûches carbonisées. J'offris des poissons que j'avais pêchés aux femmes qui entreprirent d'en faire de la soupe, et j'allais dormir. Je fus tiré du sommeil par un bruit de voiture. Des hommes arrivaient, et parmi eux les 2 commissaires. Annie Kennan, le veuf à la retraite, portait un sac à dos, et de l'ouverture du sac dépassait un nez de lièvre. Je me précipitai à leur rencontre, m'emparai du sac, en défis les cordons et serrai le lièvre dans mes bras. Heureuse retrouvaille! Il me reniflait avec un joyeux enthousiasme. Et puis quand je l'eus posé à terre, il joua dans mes jambes comme un jeune chiot. Ensuite, comme il n'y avait rien de précis à faire, je me dirigeai vers les pâturages pour aider une jeune femme qui trayait les vaches. Je l'aidai à porter le lait. Le lièvre vint lui aussi sautiller près du bétail. Iria, la femme, fut immédiatement conquise par l'animal. « Oh, qu'il est mignon ! Tu veux le prendre ? » ?»« Ah, je veux bien. »« Je te le laisse. Pour la nuit. À condition que tu me prennes aussi. »« Ah, je veux bien. » Le soir venu, nous nous sommes retirés tous les 3 dans la grange. Je fermai la porte. Le soleil disparut complètement. Et plus tard, Iria dit « Arrête, il nous regarde. » Le lièvre vola par la porte et resta tout penaud assis dans la pénombre. Une demi-heure plus tard, je passai la tête au dehors et demandai pardon au lièvre de l'avoir expulsé. Il se glissa dans l'ouverture, la porte se referma. Tout était silencieux. Au matin, le jeune commissaire me demanda si je pouvais m'occuper, avec Iria, de mener les vaches à travers la forêt jusqu'à la route, d'où on les embarquerait sur des bétaillères pour les conduire dans des étables. J'acceptai avec plaisir. Il me parut fort agréable de pouvoir aller garder les vaches avec Iria. Journée superbe. Le soleil brillait, rien ne pressait. Les vaches s'arrêtaient tranquillement pour brouter les branches des fossés, et nous les laissâmes s'allonger quelques heures pour ruminer. Pendant ce temps, nous allâmes nous baigner. Iria se laissait couler dans l'eau.
somptueuse avec ses seins opulents, dans la fraîcheur de l'étang forestier. L'après-midi, une grosse vache brune commença à se plaindre. Je ne la trouvais pas particulièrement plus ventrue que les autres, mais Iria, qui devait être plus au courant, me dit que celle-là allait véler. 1 heure plus tard, le veau sortait lentement. La vache gémissait de douleur. Il me fallut l'aider en tirant de toutes mes forces. Iria parlait à la vache d'un ton rassurant, et la vache répondait par moments en geignant doucement. Enfin, le veau tomba sur le sol. Il était visqueux, et la vache se mit à le lécher. Elle avait déjà retrouvé son calme. Le veau essayait de se mettre sur ses pattes, mais il culbutait sans arrêt. Un veau nouveau-né ne pouvait évidemment pas traverser la forêt. Iria partit devant avec le troupeau. Quant à moi, je marchais, le veau sur l'épaule. Derrière moi venait en silence la vache pensive qui contemplait placidement le veau et qui léchait de temps en temps sa tête. Le lièvre, enfin, gambadait en queue. Les moustiques aussi se joignirent à la procession et se fourraient dans mes narines. La vie est parfois bien dure quand on aime les bêtes, et je reçus en pleine figure une branche de sapin. « Ah, si tu faisais quelque chose, toi aussi !» dis-je au lièvre. Mais le lièvre ne fit rien pour m'aider. Quand je parvins enfin à la route, la bétaillère était vide. Les autres vaches avaient été emmenées, et Iria était partie avec elles. Je posai là le veau, je m'en allai, et la vache m'adressa un beuglement courroucé. Quelque temps plus tard, ce pauvre lièvre faillit être abattu à coups de fusil par un prêtre fou dans une église. Nous avons décampé en vitesse, et le lièvre a laissé une poignée de ses poils dans la main du prêtre. Non, il ne fait pas bon se reposer en plein après-midi et dormir dans une église avec un lièvre. Vers la fin du mois de juillet, je me fis embaucher à Cumeaux pour débroussailler. Je nettoyais à la serpe les taillis trop touffus. Je vivais sous la tente, en compagnie du lièvre, toujours plus fidèle. J'accomplissais mon travail de force. Je m'endurcissais, et j'oubliais de plus en plus ma vie mollassonne, celle que j'avais menée à la capitale. Je me désintéressais aussi de l'idée fixe du sexe. Désormais, je dormirais mal dans un bon lit. N'importe qui peut mener ce genre de vie, à condition de savoir renoncer à son autre vie. En 2 semaines, j'avais défriché toute la forêt sans interruption. Mon travail était terminé. Je pris le car pour Posio, dans le sud de la Laponie. J'y pris un nouveau travail de défrichement, à quelques kilomètres des étendues désertes. J'étais bien payé, mais l'essentiel était que le lièvre n'ait pas à vivre dans des lieux habités. J'occupais avec lui un abri en bordure d'un vaste marécage dans un petit îlot de pinèdes. Là, les conditions de vie étaient très primitives. Et dès le premier jour, j'avais rencontré un problème. Il s'y était installé le plus méchant oiseau de la forêt. Un corbeau. Un corbeau qui volait maigre, les ailes mouillées par la pluie glaciale. Je me sentis rempli de pitié pour lui. Le lendemain, en rentrant de travailler, j'eus une surprise. Mon sac avait été pillé.
Une bonne quantité de nourriture avait disparu. Il était clair que le massacre était l'œuvre de ce misérable oiseau. Il avait probablement emporté une partie des aliments dans une cachette connue de lui seul. Et pour l'instant, il se tenait perché au sommet d'un grand pin tout près de l'abri. Le lièvre était nerveux. Sans doute le corbeau l'avait-il pourchassé pendant mon absence. Oh, je jetai une pierre au corbeau, qui se contenta d'esquiver mollement, sans même ouvrir les ailes. Il ne changea d'arbre que lorsque je me ruai pour le frapper à coups de hache. Il aurait fallu un fusil, mais voilà, je n'en avais pas. Plus tard, en mangeant mon repas, devenu bien modeste, je regardais le corbeau sur sa branche et je crus entendre l'oiseau rôter. Une sombre rage m'envahit. Au moment de me coucher, comme je plaçais mon sac sous ma tête, mon lièvre se blottit d'un bond contre moi. Le lendemain, je dissimulai soigneusement mon sac sous les branchages de l'abri. Quand au soir je revins au campement, le mal avait encore frappé. Le corbeau avait déplacé les branchages, traîné le sac, mangé le fromage et le reste d'une boîte de viande. Toutes les galettes de pain avaient disparu. Ce soir-là, le dîner fut bien frugal. Le pillage se poursuivit plusieurs jours. Malgré les bûches de plus en plus grosses sous lesquelles je cachais mes provisions, le corbeau parvenait à s'en emparer. L'effronté comprenait que je ne pouvais rien contre lui. J'essayais bien de le chasser en poussant des hurlements féroces au risque d'effrayer le lièvre, mais l'oiseau ne se laissait pas troubler. On aurait bien dit qu'il s'amusait de ma rage impuissante. Il engraissait de jour en jour. Il ne quittait plus guère sa branche. Il avait terriblement grossi. Son plumage avait changé de couleur, et il avait acquis un superbe brillant. Son appétit insatiable m'obligeait à aller faire les courses 3 fois par semaine. La vendeuse du camion épicerie me regardait bizarrement. Elle me dit que j'étais un mangeur redoutable, vu que je lui achetais de pleins sacs de nourriture et que je maigrissais à vue d'œil. De retour au campement, j'ouvris une grosse boîte de viande. J'y taillai une ouverture en croix, de façon à former dans le couvercle une fleur de métal aiguisée. J'en sortis un peu de viande, pour moi. Le corbeau me lorgnait d'un air détaché. Il pensait visiblement que le reste de la boîte lui reviendrait comme d'habitude. Je l'abreuvai d'injures coutumières. J'allais dissimuler le sac sous des bûches et je quittais l'îlot. J'observais depuis la forêt le déroulement des opérations. Le corbeau alla dégager le sac, le traîna un peu plus loin, l'ouvrit d'un geste expert et attaqua son contenu. Il sortit bruyamment la boîte du sac, se redressa, étudia les alentours, avant d'enfoncer sa grande tête dans les profondeurs de la boîte. Après quelques bouchées gloutonnes, il se décida à reprendre sa respiration. Mais sa tête ne ressortit pas. Il s'affola, sauta loin du sac, tenta d'arracher sa tête du piège de tôle. Les ongles du corbeau s'acharnaient sur les flancs de la boîte de viande et les bords coupants cisaillaient son cou. Je me précipitai jusqu'à lui. L'oiseau noir s'éleva à la force de ses ailes et réussit à monter si haut que je ne pus l'atteindre.
La tête dans sa boîte de conserve, il criait son immense détresse, et tout le marais résonnait de coassements métalliques aux accents fatals. Il se démena dans le ciel, incapable de garder sa ligne de vol, puis il perdit de l'altitude avant de disparaître derrière la bordure du bois. Je pris le lièvre dans mes bras et regardai l'horizon, là où commençait la forêt. Je fus assez cruel pour rire à gorge déployée de mon horrible action. Et je crois bien que le lièvre riait aussi. Dans la semaine qui suivit la mort du corbeau, je quittai les marais de Posio pour la ville de Sandoquila. Je m'installai quelques jours à l'hôtel. Le lièvre n'avait pas l'air bien. Il était couché dans le sac, amorphe. Quand je l'eus lâché dans la pièce, l'animal bondit mollement sur le lit et ferma les yeux. Je chantai pour lui. Le médecin vint ausculter la bête. Il ne put rien dire. Oh, c'est souvent comme ça avec les animaux sauvages. Apprivoisés, ils peuvent mourir sans raison précise. Le seul endroit où on pourrait y faire quelque chose, c'est à l'Institut national des études vétérinaires. Là-bas, ils pourraient lui faire des analyses. Ouais, et encore. Hélas, vous ne pouvez pas y aller pour un malheureux lièvre. De plus, on n'y soigne pas les animaux pour le compte des particuliers. Je pris donc un taxi pour Rovaniemi, puis l'avion pour Helsinki, et de l'aéroport me fit conduire à l'Institut national des études vétérinaires. Pour une fois, j'étais dans un endroit où on ne regardait pas bizarrement les gens, sous prétexte qu'ils se promènent avec un lièvre sous le bras. Je trouvai facilement mon chemin jusqu'au bureau d'un professeur. Derrière le bureau se tenait un homme en blouse blanche. Je lui expliquai que le lièvre avait besoin de son aide, car il était malade. Il rédigea une ordonnance pour une prise de sang, et j'allais porter l'ordonnance au laboratoire. Un laborantin fit 2-3 prélèvements au lièvre qui tremblait. Je sortis manger tandis que le lièvre attendait à l'Institut les résultats de ses analyses. 2 heures plus tard, j'avais entre les mains une sorte de dossier médical et je retournai au bureau du professeur qui déclara que c'était une histoire intestinale. 2 piqûres et on n'en parle plus. Je vous fais une fiche et vous pouvez le remporter à l'Institut d'éco-éthologie. D'ailleurs, je rentre en ville. Je vous emmène en voiture si vous êtes à pied. Nous montâmes dans sa voiture et il me conduisit directement à la gare. Je ne pus m'empêcher de lui dire « C'est-à-dire que je suis venu en avion. » « Mais on ne peut pas venir en avion de l'Institut d'éco-éthologie. »« Mais c'est que je suis venu de Rovaniemi. »« Mais alors, vous n'êtes pas de l'Institut. »« Mais vous devez bien pourtant. »« Mais d'où venez-vous » Je lui racontais comment j'avais parcouru la Finlande avec le lièvre. Heinola, pas possible. Nilsia, pas possible. Ranua, pas possible. Posio, pas possible. Rovaniemi, pas possible. Sandankila, pas possible. Sampio, pas possible. Retour à Rovaniemi, pas possible. Et maintenant, ici. Possible. Mon brave homme, l'histoire est belle. Pourtant, c'est étrange que vous ayez besoin de raconter des choses pareilles. Allez, retournez maintenant à l'Institut d'éco-éthologie. Et il faut que je vous prenne cet animal. Mais quel est le fou qui vous a chargé de nous apporter ce lièvre ? Le mieux, c'est que vous y retourniez tout seul. J'enverrai quelqu'un avec l'animal demain. Cet animal peut passer la nuit chez moi. J'aime les animaux, mon brave. Mais il ne faut pas les laisser entre les mains de n'importe qui. C'est pour ça que vous leur faites des expériences. C'est la science. Et de toute façon, ça ne vous regarde pas. C'est mon travail.
Le professeur essaya de m'arracher le lièvre, mais moi je continuais à m'y agripper. Un instant, je songeais que cette situation était la même que cette vieille histoire du cercle de craie. Les femmes s'arrachent un enfant, celle qui tirera le plus brutalement gagnera. Mais l'enfant est à celle qui abandonne. Alors j'abandonnai, mais je lui dis « Téléphonez au médecin de Sodankila, et vous me croirez. » « Bon, on va téléphoner de chez moi. Vous verrez bien que ce lièvre n'est pas un sujet de plaisanterie. » Arrivé chez lui, nous avons téléphoné, et le médecin confirma mon récit. Le professeur jeta sur moi un regard étrange. « J'aimerais entendre encore une fois votre histoire. Attendez, je vais aller préparer des sandwichs et apporter quelques bières. » Une fille me regardait en silence. Je commençais à me rappeler certaines choses. Je me souvins avoir laissé le lièvre chez le professeur et être parti boire un coup. Et effectivement, j'avais bu un long coup, joyeusement et en quantité. À ce début d'ivrognerie, mes souvenirs s'arrêtaient. Et les événements ne s'éclaircirent qu'à mesure que la fille qui me regardait me les raconta. J'avais fait beaucoup de choses. Et la fille avait été de toutes ces aventures avec moi. Je m'en étonnais un peu. Comment est-ce que tu as pu supporter ça ? Le fait est que je suis en vacances, mon amour. Mon amour ? Je la regardais d'un œil nouveau. Avions-nous une relation quelconque ? Comment une aussi jolie femme avait-elle pu supporter toutes ces bêtises, toutes ces imbécilités ? D'après son récit, je m'étais conduit d'une manière pour le moins ignoble. Et puis, d'ailleurs, elle était apparemment fiancée. Une bague scintillait à son doigt. Je songeais tout à coup qu'il aurait pu se passer quelque chose de très beau entre nous. Mais cette bague stupide chassa tout espoir de mon esprit. Je me sentais soudain très seul. Même le lièvre était à Helsinki. Il me manquait terriblement. Je dis à la fille qu'il me fallait aller chercher ce lièvre, et ne quittant pas la bague des yeux, lui demandai tristement si elle était fiancée. Devine avec qui ? Devine avec qui je le suis moi. Ah ça, je vais te le dire. Tu es fiancé avec moi. J'entendis vaguement la femme, j'entendis vaguement la chose, mot pour mot, mais clairement, je ne la saisis pas. Je regardais la femme droit dans les yeux, regardais la nappe, regardais par la fenêtre, regardais le plancher. Était-ce vrai ? Il en est ainsi. Tu m'as demandé ma main à Kereva, et à Turinki, j'ai accepté. On a acheté la bague à Anko. C'était pour moi une situation nouvelle. Le lièvre avait disparu, mais il y avait une femme à sa place. Leïla, une assez jeune femme, jolie,
une vague de bonheur et de puissance. Une femme s'était jointe à moi, jeune, vivante. Je l'examinais plus attentivement. L'impression était soignée, bien. De belles mains avec de longs doigts, bien, très bien. Le visage agréable, le nez parfait, les yeux gris-bleu, assez grands. Pas de maquillage, mais les cils étaient longs, bien. La bouche était grande, bien, bien. Les dents saines, bien. Elle se leva de la chaise. Ses cheveux dansèrent au-dessus de la table quand elle se tourna avec grâce. Jusque-là, tout avait l'air parfait. Elle traversa la pièce. On voyait tout de suite que sa silhouette était jolie. Sans doute ce que le mot silhouette avait de mieux. Une joie immense m'envahit. Je pris sa main et lui dis que j'étais déjà marié avec une autre. Eh bien, tu t'es fiancé en étant marié. C'est égal. Je sais tout sur toi. En 8 jours, j'ai eu le temps de t'écouter. Et puis, je suis avocate. Je vais m'occuper de toute cette affaire. Je ne pense pas qu'on te condamnera pour une première fois. Tu resteras un peu de temps en prison préventive. Alors, si c'est comme ça, je vais aller chercher le lièvre. Eh bien maintenant, que vous dire d'autre au sujet de toute cette histoire? Le printemps finit par arriver dans la cellule où patientait Kaarlo Vatanen avec son lièvre. Un jour, Vatanen dit à Leila, alors qu'elle lui rendait visite en prison, « Je vais partir pour le nord. Le sud ne me vaut rien. » Puis il dit au lièvre, « Tu viens toi aussi, n'est-ce pas ?» Et jamais plus on n'a revu ni Vatanen, ni le lièvre. L'avocate de Vatanen non plus n'a jamais été vue depuis. Moi qui vous ai raconté cette histoire, j'ai eu la chance exceptionnelle de pouvoir rendre visite à Vatanen pendant sa détention provisoire. Nous avons eu de longues conversations et vous en saurez davantage encore en lisant mon livre. Mais ce que je voulais surtout vous dire, c'est que j'ai gardé l'image d'un homme d'une rare profondeur et d'une grande bonté. Je me souviendrai toujours, à la fin de notre entretien, le dernier, de ces derniers mots. C'est la vie. Ah, quand Vatanen, dans sa sinistre cellule, caressait son lièvre avec la tendresse d'une mère, l'humanité prenait pour moi un sens. Il avait un tel besoin de liberté qu'un jour, il a traversé, avec le lièvre dans les bras, le mur de sa cellule, puis le mur d'enceinte de la prison, pour se trouver libre. Les gardiens étaient restés comme paralysés, leurs mitraillettes dans les bras. Sur la table, Vatanen avait laissé un mot où il avait écrit « Je suis parti sur les traces d'un ours. J'en ai peut-être pour plusieurs jours. » Et ce dernier geste connu de Kaarlo Vatanen montre encore qu'il n'y a pas à plaisanter avec Kaarlo Vatanen. Je suis parti sur les traces d'un ours. J'en ai peut-être pour plusieurs jours.